Faut-il louer ou acheter sa résidence principale? Qui n'a jamais entendu que louer son logement, c'était jeter de l'argent par les fenêtres en enrichissant le propriétaire? Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée, une bonne décision de devenir propriétaire de votre résidence principale? En fait, la réponse, elle n'est pas si évidente et acheter votre résidence principale, ça peut être une des pires décisions d'investissement. Pourtant, les Français sont de plus en plus propriétaires de leur résidence principale. En 1955, 40% des ménages français étaient propriétaires. En 2023, ce chiffre est passé à 57%. Alors, comment choisir? Quelle option faut-il privilégier? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer la comparaison complète, chiffrée, entre acheter ou louer votre résidence principale, avec tout pris en compte, rentabilité, charges, coûts d'opportunité, etc. Pour cela, je vais vous montrer le simulateur louer versus acheter sa résidence principale que l'équipe S'Investir a créé spécialement pour la vidéo, que vous pourrez en plus télécharger gratuitement. On fera aussi une analyse comparative d'un bien en location et d'un bien en achat sur la ville de Montpellier. Et puis, on discutera des avantages et des inconvénients d'acheter votre résidence principale. Et pour finir, je vous donnerai un petit conseil que les agents immobiliers ne vous diront jamais. Alors bonjour, je suis Mathieu Louvet, je suis conseiller en gestion de patrimoine, je suis le fondateur du cabinet S'Investir et puisque acheter un logement est une grande décision à prendre, c'est même un rêve qui devient de moins en moins accessible, la question se pose, est-ce vraiment une bonne décision? Alors commençons par répondre à la question de la rentabilité financière. Est-il plus rentable d'acheter ou de louer sa résidence principale? Donc acheter un logement, ça peut générer de grosses pertes. Vous allez payer des taxes, des charges qui vont être totalement perdues. Et quand c'est totalement perdu, on appelle ça des coûts irrécupérables. Commençons déjà avec les pertes réalisées la première année. Pour l'exemple, on a trouvé un logement de 71 mètres carrés, un T3 sur Montpellier à Antigone, un quartier très proche du centre-ville. Le prix du logement est de 299 000 euros hors frais, donc un prix au mètre carré de 4 211 euros. Dans l'exemple qu'on a trouvé, il n'y a pas de travaux à faire. Et donc, premièrement, un des frais que vous allez payer, un des coûts irrécupérables, ça va être des frais d'agence, qui représentent en moyenne 5% du prix du bien. Donc, dans notre exemple, partons sur le fait qu'on passe en direct avec le propriétaire et que du coup, il n'y aura pas de frais d'agence à payer. Deuxièmement, vous allez payer cette fois-ci des frais de notaire. Là, on ne pourra pas y échapper, qui s'élèvent entre 7 à 8% du prix du bien pour un logement ancien. Donc ici, on est autour de 24 000 euros. Et puis troisièmement, si vous avez fait appel à un courtier, vous allez payer des frais de courtage entre 1% et 3% du montant du projet. Donc pour l'exemple, on ne va pas faire appel à un courtier. Donc ici, avec l'exemple du logement à 299 000 euros, le coût total de l'opération à avancer la première année est de 322 920 euros. Donc si vous souhaitez revendre votre bien plus tard, il faudra essayer de le revendre à plus de 322 920 euros pour couvrir ces frais. Alors vient ensuite la question du financement. Très généralement, vous allez emprunter de l'argent à la banque. La banque va alors vous faire payer des intérêts sur votre emprunt, mais aussi des frais de dossier et même aussi une assurance sur le prêt. Petite info pour ceux qui découvrent les prêts. Emprunter 300 000 euros sur 25 ans à 4% d'intérêt, ça ne signifie pas payer seulement 4% x 300 000, soit 12 000 euros. En réalité, vous paierez 4% d'intérêt chaque année sur le capital restant dû. Donc, un prêt de 300 000 euros sur 25 ans à 4% d'intérêt, ça coûte en fait 175 000 euros d'intérêt à payer à la banque. Et il faut évidemment aussi rembourser le capital emprunté. Par contre, emprunter 300 000 euros sur 25 ans, cette fois-ci à 1,5% d'intérêt, ça coûte 60 000 euros d'intérêt, donc 3 fois moins cher. Donc le paramètre taux d'intérêt, c'est primordial dans le calcul du coût du crédit. Entre 2015 et 2022, les taux d'intérêt étaient très faibles. En octobre 2021, le taux moyen était à 1,03%. Mais dès 2022, avec le retour de l'inflation, la hausse des taux de la Banque Centrale Européenne, les taux ont bondi jusqu'à un taux moyen de 4,21% en novembre 2023. Donc c'est des taux qu'on a déjà connus, qu'on a même largement dépassés dans les années 90 et ensuite dans les années 2000. Aujourd'hui, le taux moyen, il est autour de 3,7%. Et pour être financé, les banques vous demanderont généralement un apport de votre part. Donc le montant est compris de l'apport en général entre 10 et 20% du prix du bien immobilier. Donc dans l'exemple, j'ai pris 10%, donc 29 900 euros d'apport. Le montant emprunté sera donc de 293 020 euros. Donc le coût total de l'opération moins l'apport qu'on fait nous-mêmes. Pour le crédit, donc prenons un taux à 3,7%, auquel il faut rajouter les frais d'assurance du prêt à payer tous les mois. Le taux de prime d'assurance dépend de votre emprunt immobilier, de sa durée, du niveau de garantie que vous prenez, de votre âge aussi, de votre état de santé, etc. Donc le montant, il peut vraiment varier, mais j'ai pris pour l'exemple un taux moyen de 0,3%, ce qui signifie que vous allez payer 74 euros d'assurance chaque mois. J'ai donc globalement un taux de 4%
7%, donc 3,7% d'intérêt et 0,3% d'assurance. J'emprunte sur 25 ans, ce qui porte mes mensualités à payer à 1 571,80 €. Donc tous les mois, il faudra verser cette somme-là à la banque pour rembourser donc une partie du capital et les intérêts et l'assurance. En plus de cela, vous allez payer aussi un autre coût irrécupérable, ce sont les frais de dossier à la banque, environ 1% du montant emprunté, ce qui porte le coût total de l'emprunt à 181 509 €. Donc voilà un des coûts irrécupérables les plus importants pour l'achat d'un bien immobilier. Si on regarde l'échéancier du prêt, donc tous les mois, vous allez rembourser peu à peu du capital que vous avez emprunté, faisant baisser peu à peu les intérêts à rembourser. Quand vous allez rembourser le capital, vous ne perdez pas d'argent puisqu'en fait, vous devenez peu à peu pleinement propriétaire en remboursant votre dette. Par contre, quand vous remboursez des intérêts ou quand vous payez de l'assurance, ça, c'est des coûts irrécupérables. Tous les mois, donc, il y a aussi l'assurance. L'assurance, elle est calculée en général sur le montant initial emprunté, mais elle n'évolue pas ensuite. Si on regarde un petit peu l'échéancier de l'emprunt, donc tous les ans, on voit que donc les annuités restent fixes. On paye toujours les mêmes mensualités, donc les mêmes annuités tout le temps pendant les 25 ans. Au début, on rembourse beaucoup plus d'intérêts que de capital. Et puis ensuite, la tendance s'inverse, surtout à la fin, où du coup, on rembourse beaucoup moins d'intérêts, vu qu'il reste moins de capital à rembourser. L'assurance, elle, reste constante. Donc, si on regarde en fait sur les 25 années ce qu'on paye, on paye donc au tout début autour de 38% seulement dans notre mensualité du capital, autour de 57% des intérêts et autour de 5% de l'assurance. Et on voit que peu à peu, du coup, on rembourse de plus en plus de capital et donc on a beaucoup moins d'intérêt ensuite à payer. Mais au bout du compte, donc sur les 25 années, eh bien, nos mensualités auront servi à 62% à payer du capital, à 33% à payer des intérêts et à 4,7% à payer de l'assurance. Évidemment, vous pouvez télécharger ce tableur gratuitement et vous pourrez mettre vos propres paramètres. Par exemple, le taux d'emprunt, si vous réussissez à plus tard avoir un taux à 2%, imaginons, vous voyez, ça fait automatiquement baisser le coût du crédit. Si au contraire, les taux augmentent et qu'on met ici 5%, eh bien là, ça rajoute énormément de coûts irrécupérables avec donc beaucoup plus d'intérêts à payer. D'autres coûts irrécupérables vont s'ajouter pour votre résidence principale parce que chaque année, vous allez devoir payer la taxe foncière. Donc la taxe foncière, ça dépend de plusieurs paramètres parce qu'il faut estimer la valeur locative de votre bien. À Montpellier, la taxe foncière elle est en moyenne de 19 € par mètre carré. Donc je prends ici une taxe foncière un petit peu moyenne à 1349 €. Mais cette taxe foncière, elle peut augmenter. Donc pour la suite de nos calculs, nous allons dire que la taxe foncière, elle augmente de 2,5% par an. Ensuite, vous allez payer aussi des charges non locatives, l'assurance de l'immeuble, les honoraires du syndic si vous êtes en copropriété, des charges en tout genre si vous êtes propriétaire d'une maison, des travaux d'entretien, des gros travaux comme le ravalement de façade, le remplacement du toit, etc. Donc dans l'exemple, j'ai pris 2230 € de charges par an, 1000 € de travaux par an. Et évidemment, le vrai coût des travaux futurs, c'est extrêmement difficile à estimer. Donc le simulateur, là, il prend aussi en considération un taux de revalorisation des charges et des travaux à payer. Donc j'ai pris ici 2% par an. Ça reste conservateur parce que quand on voit des fois l'emballement de certains prix des matériaux ou autres. Donc ensuite, pour calculer l'ensemble des coûts récupérables dus à l'acquisition de votre résidence principale et ce sur 25 ans, on additionne donc la taxe foncière qui est revalorisée à 2,5% par an, les charges et les travaux revalorisés ici à 2% par an, les frais d'agence, les frais de notaire, les frais de courtage et le coût total de l'emprunt, donc intérêts, assurance et frais de dossier. Au total, on est à 354 966 € de coûts irrécupérables sur 25 ans, donc pour l'achat de cette résidence principale. Si on analyse maintenant votre enrichissement, au bout de 25 ans, vous êtes devenu pleinement propriétaire de votre résidence principale. Donc combien vaudra-t-elle dans 25 ans ? Prenons une estimation de l'appréciation annualisée de votre bien immobilier de 3% par an. Vous serez alors propriétaire d'un bien à 607 805 €. Et si vous vendez ces biens, vous n'aurez d'ailleurs aucune fiscalité car exonéré au titre de résidence principale. Votre enrichissement net sur 25 ans du coup sera alors de 607 805 € moins 354 966 € de coûts irrécupérables et donc un enrichissement net de 252 838 €. Voilà donc ce qui se passerait si vous deveniez propriétaire avec ces paramètres. Mais au lieu d'être propriétaire, qu'est-ce qui se passerait si vous deveniez locataire ? Et si, en étant locataire, à la place de faire un apport pour votre bien immobilier à la banque,
vous utilisiez alors les mêmes flux de trésorerie, mais pour payer votre loyer et placer le reste de l'argent dans des investissements fructueux. Donc, analysons maintenant le cas de la location de votre résidence principale. Donc, toujours à Montpellier, dans le même quartier à Antigone, j'ai trouvé un appart à la location d'une superficie équivalente, 74 mètres carrés. Donc, le loyer hors charge, il est à 990 euros. Les charges mensuelles sont à 135 euros, donc un loyer mensuel charges comprises à 1125 euros. Il y a aussi 970 euros d'honoraires à payer à l'agence pour l'entrée dans le logement. Donc, je rentre tout ça dans le simulateur. Et à noter que du côté du locataire cette fois-ci, c'est le loyer et les charges qui peuvent augmenter donc de la part du propriétaire en moyenne de 2% par an. Donc le propriétaire a le droit, c'est tout à fait légal, d'augmenter le loyer tous les ans en fonction de l'IRL, donc l'indice de référence des loyers. Donc on prend ici un loyer qui augmente de 2% par an. Le loyer charges comprises atteint alors dans 25 ans 1809 euros par mois. L'argent que vous payez mensuellement à votre propriétaire, eh bien ça, vous ne le reverrez jamais. Donc si l'on reste pendant 25 ans dans ce logement, que le loyer augmente de 2% chaque année, cela revient à donner au propriétaire 432 409 euros. Donc c'est donc un coût irrécupérable qui, ajouté aux honoraires de l'agence, porte l'ensemble des coûts irrécupérables pour le choix de la location de sa résidence principale à 433 379 euros. Et pour calculer l'enrichissement net du locataire par rapport au propriétaire de sa résidence principale, il faut maintenant considérer que le locataire fait travailler l'argent qu'il n'utilise pas. L'année numéro 1, eh bien, le propriétaire, lui, il a dû sortir 53 340 euros à cause de son apport de 29 900 euros, à cause aussi de la première année de mensualité du crédit à 18 861 euros et aussi à cause de la taxe foncière et des charges et des travaux. Le locataire, lui, il n'a sorti de sa poche que 14 470 euros, un an de loyer et les honoraires de l'agence. Le locataire a donc à sa disposition 38 870 euros de plus que le propriétaire, que là, il peut par contre, lui, investir. La deuxième année, il a 9 768 euros de plus que le propriétaire, qui peut, une fois encore, placer. Ainsi de suite, et la 25e année, il a 4 782 euros à placer par rapport au propriétaire. En considérant que le locataire, il sait placer cette trésorerie à une performance annuelle de 5% net, il peut investir en SCPI, en bourse, il peut diversifier son portefeuille, eh bien, au bout de 25 ans, il aura un capital final grâce à ses placements de 478 572 euros, donc en investissant la trésorerie supplémentaire par rapport au propriétaire dans des placements qui vont lui rapporter 5% net. Donc l'enrichissement net du locataire, il est donc de 478 572 euros moins 433 379 euros de coûts irrécupérables et donc un enrichissement net sur 25 ans de 45 193 euros. Si on regarde en fait ce qui s'est passé sur cette période, on voit que le propriétaire au tout début, il est beaucoup moins riche en fait que le locataire parce qu'il a payé des frais, des coûts irrécupérables d'entrée bien supérieurs au locataire. Le locataire, lui, part avec de la trésorerie disponible, part avec un enrichissement net positif parce que donc on part du principe que tout ce que le propriétaire a perdu, lui va pouvoir donc l'investir, payer son loyer évidemment et payer les honoraires, mais ensuite il va pouvoir investir la différence. Et donc on voit que c'est au bout de 18 ans que le propriétaire devient plus riche que le locataire grâce donc à son enrichissement, grâce à l'effet de levier qu'il a fait sur sa résidence principale grâce à la banque. On voit donc qu'il passe dans une période où il paye beaucoup d'intérêts, donc il a du mal à s'enrichir. Mais après, quand il va commencer à rembourser pas mal de capital, eh bien c'est là où il va devenir de plus en plus propriétaire de sa résidence principale et donc rattraper tous ses frais payés par rapport au locataire qui lui stagne, mais voilà, qui réussit quand même tout de même grâce à ses placements de trésorerie à s'enrichir un tout petit peu sur les 25 années. Donc évidemment, vous pouvez télécharger ce tableur et mettre vos propres paramètres. On aurait pu par exemple ici dire que le bien immobilier ne va pas forcément s'apprécier à 3%. Imaginons qu'il s'apprécie à 2% par an. Pareil, on aurait pu dire que la taxe foncière va plus s'apprécier avec le temps. Ici, on peut mettre 3%. Vous pouvez par exemple aussi vous dire que le propriétaire va avoir beaucoup plus de travaux sur 25 ans parce qu'un bien, ça peut se dégrader quand même. Et il y aurait à terme des gros travaux. Donc là, imaginons qu'on parte sur des travaux qui, au rythme annuel, s'apprécient de 4%. Et de l'autre côté aussi, vous pourrez vous dire que le locataire, lui, il peut finalement placer sur 25 ans plutôt à un taux de 5,5-6%. Allez, mettons 6% ici. Et bien à ce moment-là,
quand on va comparer l'enrichissement net du locataire versus l'enrichissement net du propriétaire, eh bien on voit là qu'à ce moment-là, le locataire est dans une meilleure situation que le propriétaire. Donc dans cette situation, c'est essentiel de noter que ça dépend de pas mal d'hypothèses, ça dépend de beaucoup de paramètres et chaque situation individuelle peut vraiment différer. Donc c'est pour ça que je vous invite à télécharger ce tableur et à mettre vos propres paramètres. Mais donc voilà tout le dilemme. Être propriétaire et payer les coûts irrécupérables associés, intérêts, assurances, travaux, taxes foncières, etc. Mais profiter de l'effet de levier du crédit. Ou être locataire, avoir aussi de nombreux coûts irrécupérables, mais pouvoir placer plus de trésorerie excédentaire. À noter évidemment qu'une autre option, c'est de rester locataire et d'utiliser l'effet de levier pour un investissement locatif ou de l'investissement en SCPI, ce qui peut être aussi une décision très rentable. Cette comparaison, elle montre vraiment deux choses pour moi. Premièrement, être propriétaire n'est pas forcément une meilleure option qu'être locataire au niveau de la rentabilité. En tout cas, c'est pas aussi net que ce qu'on pourrait penser des fois. Des fois, on a cette pensée un petit peu manichéenne. Le propriétaire s'enrichit, le locataire finalement s'appauvrit. En fait, si le locataire gère bien sa trésorerie et si son loyer est relativement pas cher par rapport au prix d'achat du bien immobilier ou par rapport à la taxe foncière et tous les coûts irrécupérables associés à l'achat d'une résidence principale, le locataire aussi, il peut bien s'en sortir aussi au niveau de son enrichissement sur la durée en plaçant sa trésorerie et en ayant peut-être moins de problématiques, moins de charge mentale, lui, de son côté. Deuxièmement, le plus important dans cette histoire, finalement, c'est d'investir. Je pense que le pire scénario, c'est un locataire qui n'investit ni en immobilier, ni en bourse, ni ailleurs, que des coûts irrécupérables et aucun fruit de son capital. Donc je pense que c'est devenu vraiment indispensable aujourd'hui de se bâtir un patrimoine avec le temps, d'avoir une bonne stratégie d'épargne et d'investissement. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour en apprendre plus sur ces sujets. Alors évidemment, le choix entre louer ou acheter sa résidence principale, c'est pas que financier. Il y a aussi d'autres paramètres à prendre en considération, évidemment. Donc voici les avantages d'acheter sa résidence principale. Le sentiment de sécurité, donc la pierre c'est perçu comme une valeur refuge qui peut prendre de la valeur avec le temps. La stabilité, vous avez la sécurité de ne pas être contraint de déménager à cause des décisions du propriétaire ou de trop forte hausse de loyer ou autre. La liberté de personnalisation, donc vous pouvez faire des travaux quand et comme vous voulez dans votre propre résidence principale. La sécurité financière, vous constituez un patrimoine pour votre retraite, pour vos enfants, et en cas de revente aussi, vous êtes exonéré de taxation sur la plus-value. Il y a aussi son lot d'inconvénients. Donc les inconvénients d'acheter sa résidence principale, on a vu, c'est les coûts irrécupérables, la nécessité d'avoir un apport, l'engagement envers la banque sur une durée longue, 20 ans, 25 ans quand même avec des dettes. Donc c'est quand même un engagement et puis ça peut aussi nous renfermer finalement dans des décisions qu'on a prises et on aimerait revenir dessus mais finalement c'est plus possible. On perd aussi de la flexibilité de pouvoir changer de logement quand on le souhaite. Si par exemple vos besoins en matière de logement changent, comme l'arrivée d'enfants ou bien une mutation professionnelle, eh bien c'est beaucoup plus difficile de s'adapter rapidement si vous êtes propriétaire. En tant que propriétaire d'une résidence principale aussi, vous pouvez perdre votre capacité d'endettement si vous achetez donc une résidence principale avec des mensualités qui représentent un tiers de vos revenus. Vous serez donc très certainement bloqué après cet emprunt. Vous ne pourrez pas faire d'autres emprunts immobiliers pour de l'investissement locatif par exemple. Vous avez aussi un risque de ne pas revendre au prix auquel vous avez acheté votre bien. En 2023, le marché de l'immobilier est par exemple en baisse de 5% au global en France. Et vous avez aussi un risque de liquidité, donc de ne pas trouver d'acheteurs immédiatement. Alors, dernier petit conseil que les agents immobiliers ne vous diront, je pense, jamais. Ne vous laissez pas influencer par les médias qui annoncent régulièrement « c'est le moment d'acheter ». Ces déclarations, elles visent souvent à inciter à des décisions précipitées. Et les médias et certains acteurs du marché répètent ces assertions chaque année, créant une fausse urgence. Donc pour prendre une décision éclairée, basez-vous sur des analyses objectives, des données solides, évaluez votre situation financière personnelle et aussi évaluez les tendances du marché local. Donc l'immobilier, ça s'analyse plutôt localement en fonction de votre ville, en fonction même du quartier, ça peut être différent. Donc je vous invite vraiment à télécharger ce simulateur si vous voulez donc rentrer vos propres paramètres, simulateur louer versus acheter votre résidence principale. C'est le premier lien en description. Vous pourrez simuler donc et prendre une meilleure décision avec la comparaison chiffrée précise. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo autour de vous, à ceux qui se posent cette question entre louer ou acheter leur résidence principale. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir et on se dit à la prochaine.